Bonjour et bienvenue pour ce pilote de C'est quoi ce gros port. Ici on va parler de jeux, de leurs différents portages et adaptations sur différents supports, tel que nous allons le faire aujourd'hui avec notre sujet du jour, Yoshi Island, depuis la SNES jusqu'à la GBA. Après cela, vous aurez peut-être une idée à quelle version jouer dans le futur. Alors prenez un seau, pour ceux qui ont le mal de mer, quelques piles AA et votre Game Boy, et je vous souhaite un bon voyage jusqu'à notre prochain port. Nous sommes en 1995 après Jean Croûte, et alors que tout le monde se tourne vers la prochaine génération de consoles, la PlayStation et la Sega Saturn, qui étaient sorties il y a déjà une bonne année dans le monde, et qui venaient tout juste d'arriver chez nous. La Super Nintendo était déjà sur sa 5e année de sortie. En Europe cependant, la SNES n'arrivait qu'il n'y a que 3 ans, en 1992, et est déjà sur sa fin de vie. Nintendo ne sortira pas sa prochaine console avant encore une bonne année. Heureusement pour elle, le parc de consoles étant déjà bien installé un peu partout dans le monde, devant la Mega Drive, et déjà montré ses preuves avec des jeux comme Super Mario World, The Legend of Zelda Link to the Past, Super Metroid, Donkey Kong Country, qui est sorti l'année précédente, dont le dernier aurait pu changer le jeu que nous allons aborder aujourd'hui. Super Mario World 2 Yoshi Island est un des grands jeux de la fin de vie de la Super NES. Il s'agit d'un platformer 2D où on n'incarne pas Mario, mais le dinosaure qu'on a passé le précédent jeu à plonger dans le vide. Jeu qui aura lancé sa série est composé de 3 jeux suivant la formule d'origine, et de jeux s'inspirant plus ou moins librement en retirant le futur plombier. Anecdote très connue, le jeu aurait pu avoir les graphismes pré-rendus de Donkey Kong Country, que l'on voit en cinématique d'ouverture. Mais le jeu prendra à la place un aspect dessin crayonné qui lui donne toute son identité, rapprochant plus le jeu d'un style très enfantin, que j'adore. Le jeu inclut également la puce Super FX, qui était déjà présente dans Star Wings afin de faire des effets 3D au sein du jeu, mais ce détail-là, on va en reparler plus tard. L'histoire du jeu est très simple. Il y a une grosse cigogne sous fond d'hymne communiste qui se fait voler dans les plumes par Québec, qui lui vole son colis. Par chance, l'un des 2 rejetons atterrit sur l'île de Yoshi. Les dégâts de chute n'ayant été découverts que par Isaac Newton dans le jeu suivant, le bébé est indemne après sa chute de 3 km et Yoshi s'en retrouve sans aucune commotion cérébrale. Nous allons contrôler niveau par niveau les 8 Yoshi différents du jeu, toujours dans le même ordre. Le classique vert, le rose, l'océan, Agumon, le violet, le marron qui n'existera que dans ce jeu et sera effacé pour remplacer par l'orange, Guilmon et le bleu. Bébé Mario faisant office de point de vie, les PV étant le nombre de secondes qui restent avant de se faire kidnapper si on se fait toucher par un ennemi, car tel les anneaux dans Sonic, le bébé se fait tège dès que notre saurien se fait toucher par un ennemi et se met à brailler tellement fort qu'on pourrait le confondre avec une alarme de tsunami. Le jeu a eu un très bon succès, se hissant parmi les 10 jeux les plus vendus de sa console, avec 4,12 millions d'exemplaires sur une console qui s'est vendue à 49,10 millions. Ce qui est excellent, surtout en le remettant dans le contexte de son époque. Et on a bien sûr une pub tout à fait en adéquation avec le jeu. When is too much too much? To find out, we crammed everything into Super Mario World 2 Yoshi's Island. 60 more levels, massive enemies, huge Yoshi tricks, all served up with the latest graphic technology, Morphmation. No more. Sure you don't have room for another little bonus level? Comme dirait notre pub d'un autre jeu Yoshi, le jeu est plutôt bien imaginatif dans son level design, et sa difficulté est plutôt simple, surtout pour son époque, le rendant très abordable pour les enfants. Le manque de timer permet de prendre tout son temps, ainsi que le système de point de vie qui est très permissif et le rend encore plus facile. Cependant, les complétionnistes ne seront pas sur leur fin, car le jeu a un système de scoring basé sur ce que vous trouvez dans les niveaux. Il y a, dans chaque acte, 20 pièces rouges, 5 fleurs et 30 points de vie à avoir lors de la fin du niveau, pour avoir un glorieux 100%, avec une petite fleur validée sur le score. Ou contrairement aux jeux Yoshi plus récents comme Wii World, où vous devez faire le 100% en une seule fois. Et non, juste prendre les fleurs dans une run, les pièces rouges dans une autre, et les PV dans la troisième. Avoir le 100% sur les 1000 niveaux du monde vous permet d'avoir un niveau extra en bonus. Je pense avoir fait le tour rapide du jeu d'origine, mais qu'en est-il du portage ? Plusieurs années et 2 générations de consoles plus tard, nous voici en 2002. La Game Boy Advance et la GameCube fêtaient leur premier anniversaire. La GBA venait de recevoir cette année Metroid Fusion. Pokémon Ruby et Saphir venaient de sortir au Japon et n'arriveront en Occident que l'année suivante. Doom était déjà là depuis une bonne année. Côté salopette casquette, il y avait déjà eu 2 Mario Advance. Le premier portant Mario Bros 2, le Doki Doki Panic occidental, et Super Mario World, mais avec un Luigi de bien meilleure qualité. Hormis Mario Kart Super Circuit, la GBA n'aura pas encore d'exclusivité Mario à se mettre sous la dent avant 2004, avec Mario vs Donkey Kong.
Pour dire à quel point c'est désert en termes d'exclusivité Mario sur cette console, Sonic, dont la Dreamcast avait rendu l'âme peu avant, avait déjà sorti 2 Sonic Advance de très bonne facture. C'est dans cette chouette ambiance que sort Super Mario Advance 3 Yoshi Island. Mais d'abord, quelles sont les différences entre Super NES et la GBA ? Comme dit précédemment, la Super NES est une console salon qui avait un format 4 tiers, développé en 256 x 224 pixels, donc du 8/7, puis adapté en 4 tiers par nos grosses télés cathodiques. Yoshi Island semble prendre en compte le format de destination car les carrés ressemblent bel et bien des carrés, contrairement à des jeux comme Metroid sur NES où les carrés sont plutôt des rectangles. Et je viens de me rendre compte que toutes mes captures ont été faites en 8/7 car j'ai mis mon animateur en ne pas étirer. Donc je ne sais pas si c'est effectivement bien des carrés ou non car j'ai pas l'œil assez affûté pour le voir correctement. Donc désolé mais je ne pense pas que vous allez avoir de bonnes informations là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le ratio des télés, les carrés sont bien carrés ou non. La Game Boy Advance quant à elle a une puissance comparable à la Super NES, qui incorpore un processeur 16 et 32 bits permettant de faire tout ce que la Super NES pouvait faire. Cependant, la console avait une résolution de 240 x 160 pixels, donc un ratio de 3,5. En plus d'un défaut inhérent à GBA, pas de rétroéclairage. Ainsi, vous pouvez choisir de jouer en voyant l'écran ou pas. Défaut corrigé avec la Game Boy Advance SP en 2003. Mais le mal est déjà fait et les développeurs doivent y tenir compte, ce qui explique grandement les couleurs délavées sur beaucoup de jeux de l'époque, pour qu'ils puissent rester lisibles sur les écrans. Ce qui fait que les portages de jeux sur cette console, aussi bien les jeux NES que Super NES, qui avaient toutes les deux la même résolution, ont souvent zoomé sur le personnage, laissant un peu moins de visibilité. Pour le son, c'est compliqué, surtout pour les développeurs car la console n'avait tout simplement pas de composants destinés au son, et donc devait utiliser les autres ressources afin de calculer ses musiques, ce qui résultait souvent à des musiques de moins bonne qualité. Ou alors à un jeu un peu moins fluide. Pour les boutons, on passe de 4 boutons de façade, A, B, X, Y, et 2 gâchettes, vers 2 boutons, A et B, ainsi que 2 gâchettes. Ce qui n'est pas vraiment un problème car Nintendo à l'époque de la Super NES n'était vraiment pas doué pour mapper les contrôles. Il n'y a qu'à voir la différence d'ergonomie entre Super Metroid et Metroid Zero Mission pour savoir qu'il faisait 15 fois mieux avec 2 fois moins de boutons. Les jeux Nintendo, étant encore aujourd'hui connus pour leur simplicité de contrôle, sans blaguer, j'ai essayé, Mario Odyssey serait contrôlable avec une GBA. 2 boutons et 2 gâchettes, ça suffit largement pour faire tout le jeu. Mais est-ce que ce portage arrive à jongler avec toutes ces contraintes ? Nous allons voir ça tout de suite. La version GBA, dans la mouvance des portages Super NES de la console, est un portage strict du jeu. Et non une version alternative comme le serait Donkey Kong Land ou Sonic sur Master System. La physique est identique et les contrôles parfaitement adaptés à GBA. A pour sauter, B pour balanguer, R pour tirer à neuf et L pour verrouiller. Il y a des différences très subtiles entre les deux versions, que je vais lister sans aucune retenue, et il y aura sûrement d'autres que je n'aurai pas remarquées et que vous pourrez me signaler. Il y a de nombreuses différences en termes de filtrage. Les Yoshi ont seulement gardé le pointeur de Super Mario World et ont également repris les voix de Yoshi Story. Le bruit des mascasses est différent, ils ont une petite voix maintenant, et il y a quelques bruitages comme les hélicoptères qui sont différents mais c'est subtil. Il y a maintenant une section rajoutée au niveau 8.1 qui permet de faire une réserve d'œufs qui n'existait pas sur Super NES. Il est possible de repasser sur la grande carte en appuyant sur B dans la sélection niveau. Les poutres en 3D, qui étaient tricolores sur SNES, sont maintenant monochrome mais sont toujours en 3D. Les jeux de lumière sont beaucoup plus forts sur SNES que sur GBA. Quelques titres de niveau ont changé, par exemple Cyan 4 est passé de 99 Hot Balloon à l'ascension sur ballon. Les flashs lors du boss de la grenouille ont été réduits. Rares dialogues ont été changés, par exemple Jaune 4. L'interface utilisateur a grandement été améliorée. Sur SNES, pour changer la langue, il fallait appuyer sur Select lors du menu principal, alors que sur GBA, il est possible de changer la langue dans le menu de sélection du jeu, ce qui rend les options bien plus explicites. Contrairement aux jeux SNES, les portages GBA sauvegardent le nombre de vies et ne resettent pas à 4 à chaque fois qu'on redémarre la console, une fonctionnalité présente quasiment sur tous les portages. Les portes challenge n'ont qu'une seule utilisation sur Super NES et sont maintenant illimitées sur GBA une fois ouvertes. Lors des bonus, c'est le Yoshi suivant qui est utilisé sur Super NES, alors que sur la version GBA, il y a du favoritisme clair envers le vert. Avant, pour quitter un niveau, il fallait appuyer sur Select dans le menu de score. Maintenant, le menu de score et de pause sont différenciés. Sur le menu pause,
il est proposé de quitter le niveau, de continuer ou de mettre en veille, et le menu de score doit être maintenant enclenché avec le bouton Select. Hormis ces quelques différences, et une fois le patch de recoloration appliqué, le jeu a un feeling quasi identique à son modèle. La visibilité réduite ne m'a jamais gêné comme l'a fait d'autres portages, et le jeu est resté parfaitement lisible tout le long pour moi. Le choix d'avoir pris les bruitages de Yoshi Story était dans la mouvance de Nintendo de l'époque, de rebruiter leur jeu. Zelda Link to the Past a eu le même traitement, et ça peut perturber les gens qui ont grandi avec les originaux. Mais, d'un autre côté, ça permet de mieux les inclure dans l'ambiance des jeux suivants. Dans le cas de Yoshi Island, depuis Yoshi Story, aucun des jeux ne se prive de ce voice acting qui est devenu, au fil du temps, culte. À ce stade, on pourrait croire qu'il s'agit de portage strict, presque de l'émulation, voire du copier-coller. Mais c'est quand même un peu plus que ça. La version Mario Advance rajoute quand même 2 bonus. Ce qui inclut le remake complet du jeu d'arcade Mario Bros, qui peut se jouer à plusieurs grâce au câble Link, et qui est honnêtement 1000 fois mieux que l'original. Le jeu est présent avec tous les Mario Advance de la console. Yoshi Island n'est donc pas le premier ni le dernier à l'avoir. En ce qui concerne Yoshi Island, battre Bowser permet d'avoir 6 nouveaux niveaux secrets à découvrir, qui sont donc exclusifs à cette version GBA. Voici la liste. Secret 1. Un niveau de challenge avec des plateformes mouvantes et des plateformes qui tombent. Secret 2. Un château avec de multiples chemins secrets. Secret 3. Un niveau avec toutes les transformations du jeu, ce qui fait plaisir, surtout vu la fréquence où on voit le train et la voiture. Secret 4. Un niveau entièrement basé sur le rebond sur les ennemis. Première partie en extérieur, seconde avec des pics et des chassiers, et la dernière avec un autoscroll et des billballs. Secret 5. Un niveau sur les objets qu'on rencontre durant le jeu et qui met surtout en l'honneur les bébés oiseaux, qui sont des œufs boomerang. L'arrivée est au début du niveau, et le but est de l'explorer en boucle pour avoir le 100%. Moi je me suis arrêté sur un très élégant 69. Nice. Secret 6. La première partie du niveau se fait sur un autoscroll très rapide, puis une phase dans un château où le plus dur est ne pas mourir en tombant. Petite astuce, faites une attaque relevée au milieu, c'est beaucoup plus sûr et facile. Il y a une phase en extérieur, qui a la musique du niveau tuto, dont c'est la seule fois dont on l'entend durant l'intégralité du jeu, une phase en cave, et enfin la dernière partie reprend le niveau tutoriel mais avec Kamek qui nous suit de très près. Ces niveaux sont surtout un best-of du contenu du jeu. Chaque niveau reprend un de ses aspects, les objets, les transformations, le double saut, etc. C'est un chouette hommage qui permet d'exploiter une dernière fois toutes les mécaniques un peu cachées ou peu exploitées du jeu. Yoshi Island étant un jeu de canap', est-ce qu'il s'adapte bien aux utilisations d'une console portable ? Plutôt bien, oui. Les niveaux font généralement entre 2 et 5 minutes en ligne droite, 10 minutes pour le 100%. Pour le bus, le train, c'est très sympa. Par contre, en voiture, je vous le conseille pas trop car... Non mais t'imagines toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface, et là, je suis à la piscine. Tu sais pas ce qui s'est passé après. Je plonge, je remonte, je plonge, je remonte, je remonte, je remonte, je plonge. Et là... Plein de gens qui... Et en plus, et assez rare pour le noter, le jeu incorpore un mode veille. Pour les jeunes qui nous regardent, et qui ont commencé avec ou après la Nintendo DS, les Game Boy n'avaient pas de mode veille. On devait éteindre la console entièrement. Certains jeux sur GBA proposaient un pseudo mode veille qui était lié juste à l'écran de la console, et il fallait appuyer sur L, R et Select en même temps pour pouvoir la rallumer. Ça vidait les batteries plus vite qu'un vrai mode veille, mais franchement, ça dépannait. Vu la longueur des niveaux, ils sont quand même assez courts, le jeu ne semble pas inadapté aux sessions portables, et vu la fluidité et la qualité du portage, c'était vraiment agréable de pouvoir y jouer à ce jeu durant les vacances et les déplacements. Après avoir dit tout ça, vous allez me dire, super, mais il faut jouer à quelle version alors ? En termes de maniabilité pure et de confort général, les deux jeux sont quasi identiques, et le portage est très fidèle avec quelques rajouts. On pourrait alors nous faire dire que la version GBA est strictement supérieure et que la version Super NES n'a qu'un intérêt historique. Mais c'est bien plus compliqué que ça. Comme dit précédemment, le format d'image peut gêner légèrement, les bruitages sont plus brillants,
mais surtout, les couleurs délavées de la GBA gâchent quand même pas mal la partie graphique du jeu, surtout si on joue sur un écran de meilleure qualité que la Game Boy Advance. Ayant découvert la version GBA en premier et surtout sur la console directement, SP, mais quand même, je trouvais le jeu joli. Mais c'est vraiment en y jouant avec son patch de recoloration pour la première fois que je me suis dit « Purée, mais qu'est-ce que ce jeu est beau !» Juste ce détail de couleur peut vraiment mettre le doute sur quelle version choisir. Le format d'image, quant à lui, ne change finalement pas grand-chose, car les espaces rognés sur la GBA sont presque toujours du remplissage, comme des murs, des sols, des choses comme ça, et ne sont très petitsés dans le level design. À la limite, il faut un temps légèrement plus court pour la réaction, et encore. Les bruitages aussi, mais ça c'est si vous êtes surtout un puriste de la version originale. En revanche, les niveaux bonus, l'amélioration globale de l'interface et le fait que le jeu sauvegarde davantage de données que l'original, comme les J, les bonus, fait une très bonne expérience et moins frustrante que le jeu original. La situation « j'arrête de jouer avant un niveau difficile et du coup je n'ai que 4 vies pour le faire » n'arrive jamais. Être bloqué dans une autre langue non plus, et encore moins ne pas savoir quitter un niveau déjà fini. Les deux versions portent chacune leurs avantages, leurs faiblesses, à vous de choisir laquelle vous préférez, si vous avez le support d'origine. En ce qui concerne l'émulation, c'est toute une autre histoire. Les supports d'origine n'étant pas forcément accessibles aujourd'hui, qu'en est-il des alternatives ? Les deux versions du jeu sont disponibles actuellement sur le Switch Online. Mais la version Super NES est apparemment pas très bien simulée, ce qui est un problème récurrent avec cette version. Il y avait une puce supplémentaire dans la cartouche, et hormis si l'émulateur est capable de le prendre en compte et de pallier à ce problème, il y aura souvent des problèmes d'émulation. Ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises lors de ma capture. Je ne suis pas allé assez loin pour voir à quel point, ayant changé de logiciel entre temps, mais le jeu buguait à mort à chaque fois que je lançais un niveau, en plus d'avoir d'autres bugs graphiques. J'ai dû tester au moins 3-4 émulateurs avant d'en trouver un compatible, alors que sur GBA, le jeu était parfaitement programmé avec les composants de la console, donc l'émulation n'a vraiment eu aucun souci. Donc, hormis si vous jouez avec un émulateur vraiment mauvais, je ne pense pas que vous allez avoir des problèmes avec cette version-là. Sur 3DS, la question ne se pose même pas. Le jeu rame dès le lancement et reste très lent pour la version Super NES, et le jeu GBA tourne nativement sur la console, donc c'est plié. Donc, voici mon verdict. Si vous êtes sous le support d'origine, c'est à vous de faire le choix en fonction des points positifs et négatifs que vous préférez. Si vous êtes sur l'émulateur, si vous choisissez la version Super NES, préparez-vous à galérer à trouver un bon émulateur. Sur GBA, en théorie, c'est du tout bon. Sur le Switch Online, j'ai pas vu des retours de la version GBA, mais vu les nombreuses vidéos qui montrent des bugs de la version Super NES, je vous recommande plutôt la version GBA, qui a un petit peu l'air plus stable. Confirmez-moi si c'est le cas. Bonus, si vous êtes sur émulateur, ou si vous avez une cartouche à carte SD, ou une console craquée, la version GBA a de nombreux patchs qui permettent de corriger les couleurs, pour avoir les mêmes palettes que sur Super NES, et le rend graphiquement digne de ce modèle. Si vous n'êtes pas dérangé par le format d'image, foncez. Et si vous voulez, il existe même un patch similaire si vous voulez les bruitages d'origine. Si vous faites partie des quelques personnes dérangées par les bandes noires, si vous jouez à la version Super NES, due aux 4/3, la version GBA est plus allongée et s'adapte mieux à la largeur de nos écrans actuels. Les bandes noires sont toujours présentes, mais le 16/9 est quand même beaucoup plus proche du 3/2 que du 4/3. J'espère que vous avez aimé ce pilote de C'est quoi ce gros porc ? N'hésitez pas à donner des pistes d'amélioration ou des conseils en commentaire.